Donc, je vais vous parler de la réception de l'œuvre de Louis Bousnard, Les secrets de Monsieur Synthèse, à l'aune d'un genre en formation, le roman d'anticipation. Depuis que je travaille sur le roman d'anticipation dans le cadre du projet de Claire, j'ai eu l'occasion d'analyser de près un roman dont le foisonnement et la complexité m'ont paru spécialement dignes d'intérêt. Cependant, je n'avais pas encore eu l'occasion de réfléchir à deux questions. D'abord celle de la place particulière que le roman Les secrets de Monsieur Synthèse occupe dans la production de son auteur Louis Bousnard, et ensuite la question du rôle que cette œuvre a pu jouer dans le processus de constitution du genre du roman d'anticipation. Pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse à ces deux questions, j'ai tenté une étude de réception du roman, utile évidemment pour la connaissance du roman lui-même, pour les éléments qu'elle nous apporte sur la manière dont il a été édité, promu, lu et compris, mais aussi pour resituer son auteur et avancer dans l'analyse microgénétique de l'émergence du genre du roman d'anticipation. Ma plongée dans l'univers de la littérature populaire étant récente, pour tenter de retracer l'histoire éditoriale des secrets de Monsieur Synthèse, je me suis d'abord appuyée sur les tendances mises au jour par les spécialistes du domaine, au premier rang desquels Mathieu Le Tourneau, qui a établi la succession éditoriale des récits d'aventure de Louis Bousnard. 4 modes de parution se suivent dans un ordre précis que je vous laisse découvrir: le feuilleton, les livraisons, le volume et enfin le livre d'étrennes. Munie de ce viatique, la néophyte que je suis s'est penchée sur l'histoire éditoriale des secrets de Monsieur Synthèse. Cela n'a pas été simple et ce qui va suivre est plus une suite de propositions soumises à vos critiques que l'énoncé de conclusions formelles. Dès son second numéro, au mois de décembre 1887, la Science illustrée annonce dans ses pages qu'elle va bientôt publier Les secrets de Monsieur Synthèse par Louis Bousnard. Ce roman n'est pas le premier à paraître dans le périodique, mais une abondante publicité souligne l'importance qui est attachée à ce grand roman scientifique qu'on annonce aussi par voie d'affiche. La publication commence effectivement le 10 mars 1888 et court sur 38 livraisons, c'est-à-dire jusqu'au 9 février 1889. Mais dès la fin de l'année 1888, et donc bien avant que la parution dans la revue soit achevée, le titre est proposé en volume dans le format particulier du livre d'étrennes chez Marpon et Flammarion. Or, contre toute attente, il semble bien que ce volume ait comporté, dès cette première édition, non seulement les secrets de Monsieur Synthèse, mais aussi sa suite, 10 000 ans dans un bloc de glace. En effet, plusieurs annonces rédactionnelles parues dans différents journaux l'indiquent clairement. Dans son numéro du 15 décembre 1888, la revue des livres nouveaux axe l'essentiel de son commentaire sur le second volet du récit, après que le héros s'est réveillé, je cite, « au milieu d'une humanité existant 10 000 ans après l'époque actuelle ». Quant à la revue scientifique, quelques jours plus tard, elle indique qu'il est question dans l'ouvrage, je cite, « d'hibernation humaine et de quelques autres questions dont la solution est sans doute réservée aux siècles à venir ». Il paraît donc indubitable que 10 000 ans dans un bloc de glace a paru dès novembre 1888 à la suite des secrets de Monsieur Synthèse. Pourtant, cette suite n'a commencé à être publiée en feuilleton que le 17 août 1889 dans la Science illustrée, où elle occupe 11 livraisons. Elle est introduite par cette note de bas de page. « Nos lecteurs n'ont pas oublié l'œuvre si curieuse et si attachante de M. Bousnard, Les secrets de M. Synthèse. Nous sommes heureux de publier aujourd'hui le dramatique épilogue de ce roman. » Cette note est absente du livre d'étrennes, mais elle est reproduite à l'identique à l'ouverture du volume qui paraît séparément en janvier 1890 chez Flammarion dans la collection IN16 à 60 centimes des auteurs célèbres où il porte le numéro 145. S'il n'est guère surprenant que 2 romans populaires aient paru originellement en un seul volume, sans que le second soit explicitement mentionné,
On se trouve cependant dans une configuration atypique par rapport à la Vulgate du genre. Aucun des deux titres ne réalise la succession éditoriale établie pour les récits d'aventure, feuilleton, livraison, volume, livre d'étrennes. 10 000 ans dans un bloc de glace est publié d'abord anonymement en livre d'étrennes, puis en feuilleton et enfin en volume séparé, quand Les secrets de M. Synthèse paraît d'abord en feuilleton, puis en livre d'étrennes et enfin en livraison et en volume, comme on va le voir maintenant. En effet, début octobre 1889, plusieurs journaux annoncent la première livraison des secrets de M. Synthèse, en vente partout au prix exceptionnel de 5 centimes. Il est précisé qu'il paraîtra régulièrement chaque semaine 2 livraisons à 10 centimes du roman, sans aucune indication de format ni d'éditeur. Parallèlement, pour les étrennes de 1891, les secrets de M. Synthèse sont de nouveau mis en avant, avec un changement de format in quattro et non plus grand in octavo, et entrent dans la collection Les Grandes Aventures, toujours éditées par Marpon et Flammarion. Il faut apparemment attendre 1892 pour que le titre paraisse dans un format inférieur et intègre les collections populaires de la librairie illustrée ou de la librairie des connaissances utiles, qui sont des déclinaisons de la future maison Talandier. En 1892, donc, Les secrets de M. Synthèse paraît dans une bibliothèque des grandes aventures qui semble alors entièrement dévolue aux œuvres de Louis Boussenard, en 18 volumes, format in 12. La collection forme une suite presque ininterrompue de voyages à travers l'univers, comme l'indiquent les annonces publicitaires qui fleurissent dans les quotidiens entre 1892 et 1897. En 1898, le roman prend place dans la bibliothèque moderne et universelle, un trésor incomparable qui regroupe cette fois-ci, outre les 18 titres de Boussenard, une multitude d'auteurs. Cet ensemble de 54 volumes est vendu 180 francs, mais accompagné de 2 belles primes que vous voyez en bas. Enfin, entre 1900 et 1907, les secrets de M. Synthèse sont repris dans la collection des Grandes Aventures, qui rassemble des œuvres de Boussenard, Cahu, Deban et Salgari en 25 volumes. Pourquoi prendre la peine d'entrer dans ces détails ? Tout simplement parce qu'à partir de ce moment, qui coïncide avec la réorganisation de ces collections par la maison Talandier, les secrets de M. Synthèse disparaissent du champ éditorial. Pourtant, Boussenard est au centre du Livre national bleu, l'une des 2 collections que Jules Talandier lance en 1908 pour concurrencer le livre populaire de Fayard. Mais il semble que les secrets de M. Synthèse aient été comme frappés d'anathème. Or, cette disparition pourrait bien ne pas être complètement étrangère à l'identité générique complexe de ce roman. Comme l'a montré Mathieu Le Tourneux, la production boussardienne perd peu à peu l'esprit vernien cultivé à ses débuts. Le genre du roman d'aventure se construit sur ce qui est au fondement de son efficacité et promeut des signes de reconnaissance de plus en plus codés. Mais ce faisant, il se replie sur une trame qui court sans cesse le risque de se déchirer pour avoir été trop utilisée. Il ne se maintient alors qu'à coup de surenchère. De plus, le genre du roman d'aventure est formaté pour un public masculin et adolescent dont les horizons d'attente sont précisément identifiés. Aussi rejette-t-il tout ce qui ne peut fonctionner dans son système, ce qui expliquerait, et c'est là mon hypothèse, pourquoi Les secrets de M. Synthèse et sa suite 10 000 ans dans un bloc de glace n'ont jamais été repris dans les Talandiers bleus et ont complètement disparu de la circulation pendant plus d'1 siècle, jusqu'à leur réédition en 2011 dans la bibliothèque du Rocambole. Pour mettre à l'épreuve cette hypothèse, j'ai cherché des éléments qui expliqueraient cette exclusion. Le terrain choisi est celui de la réception contemporaine du roman, dont j'ai tenté de saisir l'originalité en la comparant à celle des autres ouvrages de Boussenard. Par réception, j'entends aussi bien les véritables comptes rendus critiques que les placards publicitaires et les annonces rédactionnelles qui, analysées dans leur spécificité, témoignent chacun, à leur niveau, des lectures de l'œuvre qui ont effectivement été faites ou que les différents acteurs de la diffusion éditoriale ont voulu promouvoir. Au sein de la production boussardienne du roman d'aventure, la première originalité des secrets de M. Synthèse
consiste dans son lieu de publication en feuilleton, puisque, comme on l'a vu, ce roman n'a pas paru, à l'instar des autres, dans le journal des voyages. Sa réception partage cependant avec eux une même rhétorique de l'hyperbole. Les annonces rédactionnelles qui le concernent trouvent évidemment l'ouvrage amusant, d'un intérêt captivant, gai, vivant et fort bien illustré, ou dramatique, étrange et singulièrement attachant. Mais elles le vantent aussi comme surprenant et des plus curieux et des plus intéressants qui est paru depuis longtemps. Cette originalité est soulignée également par le compte-rendu qui paraît dans le Radical. Les secrets de M. Synthèse est, je cite, un curieux roman scientifique, un étrange livre dans lequel les nouvelles théories sur l'hypnotisme et la suggestion mentale, ainsi que les récentes découvertes relatives à l'évolution des êtres organisés, ont été exploitées avec art. Au-delà du procédé rhétorique qui consiste à faire l'article, il semble bien qu'éditeurs et critiques aient été sensibles à de réels traits distinctifs. Par exemple, expliquant comment, je cite, un simple noyau de protoplasma recueilli au fond de l'océan passe par toute la série des êtres pour arriver à l'homme, l'ouvrage représenterait la première tentative sérieuse de roman physiologique. Ce serait le roman d'une cellule. Quant à la causerie bibliographique de la revue scientifique, elle met en valeur la spécificité de l'ouvrage en regard des romans de Jules Verne. Je cite, « Tandis que ces derniers se rapportent surtout à des connaissances d'ordre physique, chimique ou mécanique, le livre de M. Bousnard a trait aux sciences naturelles, à la biologie, et c'est, pensons-nous, le premier de cette nature qui ait encore été fait. C'est le roman de l'évolution à l'usage des adolescents. » Mais c'est surtout la dimension critique, intrinsèque, qui paraît être la marque de fabrique d'une œuvre qui, je cite, « ne peut donc convenir qu'à des jeunes gens assez mûrs pour en comprendre le côté critique. » Car, selon la revue des livres nouveaux, Bousnard s'y moque fort agréablement des savants qui prétendent tout reconstituer et prennent pour devise « et ego creator ». Quant aux critiques de la revue L'art et l'idée, il se réjouit du rôle que Bousnard fait jouer au pundit dans le roman. Faire donner une leçon de modération et de sens commun à un savant d'Europe par un sage hindou est d'une ironie tout à fait rassurante pour l'avenir de notre équilibre cérébral, conclut-il. Mais si les secrets de M. Synthèse se différencient des autres romans de Bousnard, c'est aussi en ce que son héros éponyme n'a rien à voir avec ses célèbres compagnons que la mémoire collective a constitués en type. Au premier chef Friquet, le gamin de Paris, et sans le sou, l'illustrissime pionnier américain. Bien que des annonces rédactionnelles fassent de M. Synthèse l'un des types les plus heureusement campés de Louis Bousnard, le vieux savant ne ressemble guère à l'image que les héros boussardiens les plus connus ont laissée dans la mémoire de leurs lecteurs, comme le montre cette évocation trouvée dans un numéro de roman revue daté de 1912 que je vous laisse lire. Et pour finir définitivement de figer les traits du héros boussardien typique, on peut se reporter à une chronique cinématographique de l'Intransigeant parue le 2 décembre 1934. Évoquant le film parlant américain doublé en français Tarzan et sa compagne, alors à l'affiche, le critique relie à leur lecture d'adolescence l'extase dans laquelle se trouvent plongés les spectateurs. Gustave Aimard et Louis Bousnard ont enfin trouvé l'homme en qui paraissent se résumer les caractères spécifiques de leur héros, Johnny Weissmuller. Le voici, entouré de chimpanzés, de tigres, d'éléphants et de cannibales, utilisant des prises de catch-as-catch-can pour abattre un lion en fureur, empoignant à bras le corps un rhinocéros pour lui ôter la vie à la force du poignet, faisant tournoyer au fond de l'eau un gigantesque crocodile. Or, rien n'est plus éloigné du corps bronzé et musculeux de Johnny Weissmuller que la haute mais fragile silhouette du vieux savant âgé de 82 ans.
Mais ce qui fait bien sûr la spécificité de notre roman dans la production boussardienne, c'est son rapport particulier à la science. Synthèse étant présenté à plusieurs reprises comme une sorte de Dr Faust moderne, cette dimension est mise en avant par tous les supports publicitaires qui accompagnent le lancement et les rééditions. Il s'agit d'un surprenant roman scientifique qui nous initie sans fatigue aux curiosités des sciences naturelles, aux applications surprenantes de l'hypnotisme et de la suggestion, et, je cite toujours, dans lequel M. Louis Bousnard vulgarise, par l'intermédiaire d'un vieux savant, les plus merveilleux prodiges de la chimie. Les comptes rendus critiques abondent évidemment dans ce sens, à l'instar de celui de la Revue Bleue. Ici, c'est la vulgarisation scientifique qui constitue le fond de l'ouvrage. L'auteur a voulu mettre à la portée de la jeunesse l'étude de la zoologie, exposer sous une forme instructive et attrayante l'évolution entière des êtres organisés et faire connaître les récentes découvertes et les curieuses applications de l'hypnotisme et de la suggestion mentale. Certes, Les secrets de M. Synthèse n'est pas le seul, ni le premier roman de Bousnard à œuvrer dans le domaine de la vulgarisation des sciences. Mais il n'en reste pas moins son roman qui comporte la plus forte dimension d'anticipation scientifique. Et encore faut-il s'entendre sur ce que cette notion recouvre pour Bousnard et pour ses lecteurs contemporains. En effet, dans ce roman, l'anticipation concerne essentiellement des inventions qui ne fonctionnent pas encore, mais dont on pressent qu'elles fonctionneront bientôt, comme la synthèse du diamant. Mais plus fondamentalement, et comme je l'ai montré ailleurs, il y a surtout une apparence d'anticipation qui cache en fait des subterfuges et des machinations crapuleuses. En effet, pour vulgariser l'évolution des espèces, telle que Darwin l'a exposée, Bousnard l'a insérée dans une fiction. Il donne ainsi de l'épaisseur, de la consistance fictionnelle à une théorie quelque peu aride dans ses principes et propose une expérience de laboratoire où le lecteur verra les espèces se succéder sous ses yeux, de la monère jusqu'à l'homme. Synthèse veut, je cite, remplacer par des procédés scientifiques la modification naturelle qui s'est produite sur la succession des êtres par des milliers de siècles écoulés, et arriver ainsi à créer de toutes pièces une terre et un être humain en quelque sorte artificiels. Mais il n'y a pas ici de véritable anticipation, car la donnée essentielle du temps n'est pas présentée comme ayant pu être vaincue, déplacée ou intégrée au sein de la fiction. Le schéma expérimental mis au point par Synthèse échoue et les seules réussites obtenues se révèlent au lecteur attentif le fruit de mystification. C'est peut-être ce qui explique le brevet d'heureuse vraisemblance qu'Émile Rognier décerne au roman dans la Revue Bleue. Le sujet, fort dramatique en lui-même, se prêtait aisément à l'étude des problèmes les plus variés de la science. L'auteur les a traités avec une extrême lucidité, en évitant l'aridité des ouvrages techniques, et il s'est scrupuleusement astreint à rester dans les limites du vraisemblable pour ne donner à ses jeunes lecteurs aucune idée fausse ou exagérée. Pour le critique, le roman se maintient dans la sphère de la simple vulgarisation scientifique en raison de l'action contraire des éléments naturels et de la folie dans laquelle Synthèse finit par sombrer. Il tente son expérience et lorsqu'il se croit près d'atteindre son but, une immense convulsion sous-marine détruit les premiers résultats de ses patients efforts et la raison du savant sombre dans cette catastrophe imprévue. Fin de citation. Quant à comprendre la raison pour laquelle Rognier ne prend pas en compte dans sa recension 10 000 ans dans un bloc de glace, alors qu'il doit avoir entre les mains le livre des traînes qui comporte cet épilogue, je dois avouer que je n'y suis pas parvenu. Mais cette bizarrerie prend en tout cas l'exact contre-pied de celle que présente le compte-rendu publié la semaine suivante dans la revue des livres nouveaux par Gaston Dailly. En effet, celui-ci néglige complètement les secrets de M. Synthèse, qu'il réduit à une suite de péripéties sans nombre, pour se concentrer
sur le seul épilogue dont il utilise une longue citation relatant le traitement reçu par les femmes chez les cérébraux dans le cadre d'une polémique avec le docteur Charcot. En donnant comme suite 10 000 ans dans un bloc de glace au secret de M. Synthèse, c'est un peu comme si Bousnard avait voulu reprendre le problème déjà traité, mais en sens inverse. Non plus reproduire le processus de l'évolution des espèces en partant de la monère pour aboutir à l'homme dans une diachronie accélérée fictivement fondée, mais observer en synchronie ce à quoi mène l'évolution naturelle de l'espèce humaine au terme d'une période de 100 siècles. Bousnard envoie son personnage dans le futur pour prendre acte des résultats produits par l'application de la théorie darwinienne. L'intrigue repose donc sur un double ressort anticipatoire, la poursuite de son évolution par l'espèce humaine et l'utilisation d'une technique expérimentée avec succès sur certains animaux seulement, l'hibernation, nécessaire pour qu'un homme du XIXe siècle puisse observer le résultat de l'évolution de sa propre espèce. 10 000 ans dans un bloc de glace présente effectivement une société imaginaire élaborée à partir de certains principes darwiniens plus ou moins rigoureusement appliqués, comme la régénération ou l'abâtardissement de diverses races humaines et l'hérédité des caractères acquis, le développement du cerveau des femmes ayant ainsi pu être contrôlé par les hommes. Avant de conclure sur l'intérêt que présente une telle étude de réception, je voudrais m'arrêter sur une mention et une absence qui m'ont longtemps intriguée. Il s'agit de l'évaluation du roman par la critique d'Obédience catholique et au premier chef par l'abbé Bethléem dans son ouvrage prescriptif « Romans à lire et romans à proscrire ». L'abbé s'y montre réticent vis-à-vis de Bousnard, l'un de ces auteurs modernes qui promènent leurs observations à travers toutes les magnificences de l'univers sans saluer ni même rencontrer le divin créateur. Mais cette réserve faite, les romans d'aventure de Bousnard peuvent être lus et dans la liste qui en est donnée figure à la dernière place Les secrets de M. Synthèse. Le roman est donc considéré comme un roman d'aventure classique et il ne serait apparemment pas plus condamnable que Le Tour du monde d'un gamin de Paris, alors que son intrigue repose sur la mise en fiction d'une théorie scientifique, celle de l'évolution des espèces, longtemps combattue par l'Église, et alors qu'il illustre la lutte peu catholique d'un scientifique avec Dieu pour reproduire la vie, et ego creator. Des préventions de cet ordre sont d'ailleurs clairement exprimées dans Roman Revue, la publication mensuelle dirigée par l'abbé Bethléem lui-même, à propos d'autres ouvrages de Bousnard. Ainsi, en 1912, dans un très long article consacré exclusivement aux romans d'aventure de cet auteur, la revue met au nombre des dangers que leur lecture fait courir aux jeunes esprits un culte de la science qui amène Bousnard à prôner plus ou moins ouvertement des théories réprouvées par l'Église. Et l'auteur de convoquer le sultan de Bornéo, roman dans lequel Friquet, je cite, trouve tout naturel de décorer un orang-outan qu'il a apprivoisé du nom significatif d'ancêtre. Fin de la parenthèse, de la citation. Mais pas un mot sur les secrets de M. Synthèse, qui n'est pas cité dans la liste donnée en tête de cet article, expressément, je le rappelle, consacré au roman d'aventure de Louis Bousnard, édité dans la collection du Livre national à couverture bleue. S'explique alors naturellement l'absence de mention des secrets de M. Synthèse, puisque ce roman, on l'a vu, n'a jamais intégré cette collection. Il échappe ainsi à la censure catholique, mais manque aussi l'opportunité de laisser une trace dans l'histoire littéraire, d'où l'on voit l'importance des choix qui président à la constitution d'une collection et leurs possibles répercussions. Car, et je conclus, ce que confirme l'étude de réception des secrets de M. Synthèse, c'est enfin la quasi-disparition du roman après la Première Guerre mondiale. L'originalité de son propos, la complexité de sa construction et le tandem curieux qu'il forme avec sa suite 10 000 ans dans un bloc de glace, dont la présence ou l'absence dans une sorte de jeu freudien de la bobine modifie profondément la nature, tous ces faits font de ce roman
une sorte d'ornie, d'objets romanesques non identifiés, ou plutôt non identifiables, qui ont interdit son intégration au genre du roman d'aventure, signé son arrêt de mort éditorial en l'excluant de la collection des Talendiers Bleus, et singulièrement minoré l'influence qu'il aurait pu avoir sur le genre en formation du roman d'anticipation. Récemment ramené à la vie, le roman commence enfin à rencontrer un public qui apprécie son identité générique complexe, au croisement du roman d'aventure, du roman policier, du roman de vulgarisation scientifique et du roman d'anticipation. C'est peut-être là l'ultime paradoxe d'un roman qui, lorsqu'il est né, n'était pas encore de son temps. Je vous remercie.